Bienvenue pour cette conférence qui s'inscrit dans le cycle L'entreprise Data Driven, où on va avoir le témoignage de Coverguard qui donc est un acteur fabricant, distributeur de pays, mais je les laisserai présenter leur activité, qui témoigne notamment de son usage de la solution Colibri. Ça veut dire qu'on va parler prévision de la demande, des avantages que ça induit pour la conduite et la bonne marche de l'entreprise et sa trajectoire de développement. Moi, dans le petit résumé, j'ai vu aussi des petits mots-clés du type des algorithmes puissants, des questions de disponibilité des stocks. Donc, c'est intéressant. Messieurs, je vais vous laisser dérouler ce témoignage et ce projet. Donc on va se présenter rapidement. Moi je suis Nicolas Comard, je suis le directeur et le fondateur de la société Colibri, qui est un spécialiste en solutions de SNOP, Sales and Operation Planning. Globalement, c'est une société qu'on a créée en 2014 avec une première version sur le module de prévision des ventes, qui est le module justement qui est utilisé par Richard et la société Coverguard. Et donc, je vais vous présenter en quelques slides le cœur de métier de Colibri et un petit peu nos valeurs. Et ensuite, Richard nous présentera l'activité de Coverguard et son retour d'expérience sur un projet Colibri. Mais avant, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Ouais, merci Nicolas. Donc, moi, je suis Richard Krajanski, je suis le directeur supply chain du groupe Coverguard. Et effectivement, on a mis en place il y a quelques temps, avec les équipes de Colibri, la solution. Et donc, je vais vous présenter rapidement, là aussi, ce qu'est Coverguard et donc les contraintes supply chain qu'on peut imaginer derrière ça là. Et puis, le projet et surtout les résultats de ce projet quelques années après. Ah bah, c'est moi. Ah bah, c'est toi qui commence. Eh bah, parfait, c'est encore mieux. Alors, donc nous, Coverguard, on est fabricant, importateur, grossiste, distributeur d'équipements de protection individuelle, de la tête aux pieds, comme vous pouvez le voir, les gants. Nous avons une usine à Nantong, en Chine, de protection des pieds, de protection des yeux, protection respiratoire. Le masque ici est fabriqué dans notre usine. De protection du corps, donc vêtements haute visibilité ou d'hiver, c'est d'actualité en ce moment. Protection du crâne également, protection auditive et anti-chute, qui est un marché un petit peu particulier parce qu'il y a un risque mortel avec l'anti-chute. On a des clients, alors nous on ne vend que en B2B, donc nos clients sont des distributeurs professionnels, soit à travers le marché retail, donc les grands noms que tout le monde connaît du marché retail, soit dans le négoce et matériaux, soit, et c'est la grande majorité de nos clients, dans ce qu'on appelle les MRO ou les spécialistes pays qui vendent ce type d'équipement pour l'utilisation dans différents types d'activités. Parce que là aussi, on a un croisement entre les gammes de produits et ces types d'activités qui peuvent être assez variés. En France, c'est la construction qui porte beaucoup de business, mais dans d'autres pays, et par exemple au grand export, ça va être plutôt oil and gas ou les industries minières qui vont porter la consommation de pays. Nous avons une présence internationale. Je reviendrai après sur le périmètre du projet. Une vieille entreprise française du nord de Lyon. Nous avons donc 2 usines, comme je vous le disais, gants de protection en Chine et masques médicaux en France, et FFP2. Et on vend à travers plus de 100 pays à partir de ces hubs de distribution. On a 10 000 références actives. Donc quand je dis référence, c'est bien la taille, la couleur, etc. SKU. Et nous vendons à un certain nombre de pays par an, puisque c'est à peu près 80 millions de pièces qui sont vendues par an dans nos entrepôts. C'est mon tour. Alors, qui est Colibri ? Colibri, c'est une société spécialisée dans l'édition de logiciels sur tous les sujets SNOP. Donc, par SNOP, j'entends Sales and Operation Planning, ça veut dire tout ce qui va toucher de près ou de loin
à la planification de la demande, la prévision des ventes à un niveau agrégé, désagrégé, moyen terme, long terme. Et ensuite, dans la partie SNOP, en tout cas dans le langage commun que c'est devenu aujourd'hui, le SNOP, ça veut aussi dire planification opérationnelle, distribution, production, approvisionnement, combinatoire de ces trois-là, multiniveau. Donc création d'ordre, en tout cas planification opérationnelle. Ou alors, à un niveau plus agrégé, planification stratégique, avec des simulations sur différentes hypothèses de la demande, optimistes, pessimistes, ou différentes stratégies industrielles. Quelle partie du marché je vais lancer en fabrication, sur quel site, comment je répartis entre différents sites, comment j'utilise mes sous-traitants. Est-ce que j'ai une stratégie d'anticipation du stock, de faire du stock, ou plutôt de réactivité avec des sous-traitants, ou encore de productivité avec des tailles de lot plus grosses. Donc c'est le genre de stratégies-là qui vont être dimensionnantes sur des ressources ou sur des contrats d'achat ou des contrats fournisseurs sur le moyen long terme et qui vont permettre de calibrer la bande passante pour la planification opérationnelle. Donc on est vraiment sur le SNOP global avec 3 modules qui couvrent l'ensemble de ces besoins. Donc ça c'est ce qu'on appelle le SNOP aujourd'hui. On va dire qu'on est des pionniers dans le cloud public en France. On a développé en 2013, je pense que c'est la première solution en France qui est native du cloud, et c'est le cloud Microsoft Azure en l'occurrence, sur les solutions de supply chain. Et donc, je pense qu'on a une grande avance sur ce marché-là aujourd'hui, avec beaucoup d'innovations sur la data science qui sont permises parce qu'on a démarré très tôt sur le côté natif du cloud et du SaaS. On a aujourd'hui plusieurs milliers d'utilisateurs et on a créé la société Colibri officiellement, qui est une filiale du groupe Viséo, qui est un expert multitechnologie de 2500 personnes. Et la filiale Colibri a été créée officiellement en 2017. Et voilà. Donc les valeurs de Colibri, c'est Safe, Simple, Smart. En fait, on va dire sécurisé parce qu'on a un logiciel, on est dans le cloud. Des fois, ça peut être anxiogène pour certains de nos clients. Beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans où le cloud était quand même moins mainstream. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité pour nous, la cybersécurité, l'authentification, le pen testing, tous ces sujets-là, ce n'est pas des sujets où il faut acquérir un certain niveau, c'est des sujets sur lesquels il faut investir en permanence. Donc on a une ligne de R&D en permanence sur comment on fait pour s'upgrader continuellement sur la sécurité et l'authentification. Également, deuxième valeur très importante, la simplicité. Et pourquoi on a créé Colibri à l'origine? Nous, on vient du monde de Viséo, qui sont des intégrateurs de solutions de planification du marché, et on a identifié chez nos key users, chez nos directeurs supply chain, que sur des problématiques assez simples, sur souvent des populations d'utilisateurs qui n'étaient pas forcément à très grand niveau de maturité, avec les solutions historiques de l'époque, je parle de 2012-2013, les projets étaient longs et un peu trop rigides pour eux. Et on a voulu créer une solution rapide à mettre en place. La promesse de valeur, c'était un projet en 3 mois. Et aujourd'hui, 90% de nos clients, ils font leur projet en 3 mois pour mettre en place un module. Donc en 3 mois, ça veut dire qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Donc c'est une solution qui est packagée, qui est basée sur les best practices. On ne peut pas répondre à des cahiers des charges de 150 pages. Par contre, quand quelqu'un est sur les premiers paliers d'évolution et de maturité sur le SNOP, on peut leur faire une démo et leur mettre en place un POC extrêmement rapidement. Et dans la plupart du temps, effectivement, on tient ces délais assez rapides. Ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que nos premiers commerciaux sont nos utilisateurs. Donc la simplicité, c'est aussi pour eux. On considère que pour que la solution ait une bonne réputation et soit vendue de bouche à oreille, il faut que l'utilisateur soit content, qu'il monte en compétence rapidement et qu'il reste sur la solution. Et donc on travaille énormément la simplicité dans le workflow de la solution. Enfin, le côté smart, on est 2 cofondateurs de la solution Colibri, Mehdi qui est sur le stand, et moi-même. On est à la base des ingénieurs en supply chain. C'est-à-dire notre cœur de métier, c'est pas de vendre une solution juste pour la vendre, ou c'est pas de développer du code informatique, c'est de faire évoluer l'état de l'art de la supply chain. Le cloud permet d'avoir une solution unique. Donc on a un seul code pour tous nos clients. Donc on livre des évolutions régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois. On fait des petits webinaires de communication et de formation. Et ça veut dire qu'on a une seule non-régression à faire, et que ce fait d'avoir un code unique et d'être dans le SaaS nous permet énormément de progression de la solution de mois en mois et de vélocité là-dessus. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, et ce qu'on va travailler avec nos clients et nos key users, c'est qu'on va identifier des use cases tout au long de l'année, on va se réunir avec eux et on va intégrer dans la roadmap des solutions qui vont répondre
à ces nouvelles problématiques qu'ils vont avoir. Et ainsi, Colibri est une solution qui est évolutive, et plus la communauté d'utilisateurs grandit vite, et plus la solution évolue rapidement. Donc ça a tendance à s'accélérer de plus en plus. Donc voilà nos 3 valeurs principales. Et alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce slide, simplement sachez que dans ce qu'on va appeler SNOP par Colibri, on retrouve les 3 modules que j'ai présentés en introduction. Donc le premier né, qui est le module Vision, qui va faire du demand planning ou de la prévision des ventes collaboratives multiniveau, mais aujourd'hui avec des niveaux de fonctionnalité sur les cycles de vie, les phase-in, phase-out, les substitutions, le multi-unité, la gestion de prévision financière très avancée par rapport aux standards du métier, qui va pouvoir communiquer avec 2 autres modules. Le module stratégique planning qui va faire des projections, plan industriel et commercial valorisés sur différentes simulations que vous allez pouvoir comparer et donc choisir dans votre cycle SNOP une stratégie plutôt qu'une autre dans un comité exécutif avec tous les directeurs qui seront impactés par cette décision. Et puis un module opérationnel qui va planifier les stocks, les points de vente, la production, la distribution ou les approvisionnements. Ces 3 modules vont communiquer puisque chacun peut avoir des informations ou des prises de décision qui vont être utiles aux autres modules. Et un retour important de nos clients, c'est que beaucoup de nos clients savent faire des plannings, mais dissociés, et ont beaucoup de mal à réconcilier les plannings en temps réel. Donc on construit une suite de modules qui parle et qui est connectée et qui permet de transposer une décision ou une information d'un module à l'autre. Alors, on va parler de l'itinéraire de CoverGuard, donc je pense que c'est à toi. Ouais, je vais essayer de toucher la zapette magique. Voilà. Alors, quels étaient les objectifs de ce projet? Je vais vous raconter un peu ma vie, je suis désolé. En 2017, je suis arrivé dans cette entreprise CoverGuard dans le cadre d'un LBO. On m'a appelé pour monter une direction supply chain qui n'existait pas. Et donc, l'état de l'art était assez catastrophique, quand on pouvait appeler ça un état de l'art. Et il y avait un énorme problème de disponibilité des produits, puisqu'on avait à l'époque 11% de rupture permanente. Donc vous imaginez ce que ça peut générer au quotidien. Et il n'y avait pas peu d'indicateurs de performance. Et il y avait un taux de service. Donc dans ce contexte, le taux de service, il a été mesuré en valeur expédiée à temps par rapport à la promesse de livraison, enfin d'expédition à nos clients. Il était inférieur à 50%. Donc c'était très très catastrophique. Et la première chose que j'ai faite en arrivant, bien avant même d'ailleurs de révolutionner le MRP, enfin de faire du MRP ou d'autres choses, c'était de travailler sur la prévision. Parce que comme diraient les Anglais, shit in, shit out. Et oui, sans données propres et sans prévision de vente, ça va être très compliqué. Puisqu'on a quand même, pour vous donner le contexte, nos délais d'approvisionnement sont entre 5 à 7 mois. En intégrant le bateau dedans. En ce moment, je ne vous raconte pas, c'est un peu plus. Et puis, nous avons environ 80 fournisseurs, usines, sous-traitants pour gérer ces 5 à 10 000 références en fonction des entrepôts. Sachant qu'on a aussi, dans certains cas, un double niveau de distribution avec un entrepôt primaire, un entrepôt secondaire. Et puis aussi des fortes contraintes de MOQ, des fortes contraintes de MOQ, non pas à la référence, mais au modèle. Et puis aussi une distribution, comme vous l'avez vu en introduction, qui est mondiale, donc avec des zones commerciales qui sont vraiment différentes d'un point de vue commercial. Alors, comme je vous disais, le premier sujet, c'est ceux d'en haut. Augmenter le taux de service, améliorer la disponibilité des produits. L'autre sujet, et ça c'était effectivement un peu comme Nicolas l'avait dit, moi-même j'ai installé il y a quelques années de gros logiciels. Ça avait été des succès, vraiment. Merci à Richard. Mais le sujet, c'était pas merci à Richard, c'était surtout qu'il y avait eu un énorme travail de fait, mais surtout j'avais des équipes formidables qui étaient toutes ingénieurs en je ne sais pas quoi. Là, malheureusement, je n'avais pas d'ingénieurs et j'avais que des gens qui savaient utiliser Excel. Donc, il a fallu qu'on aille très vite et qu'on soit sur du smart and simple pour qu'ils comprennent vite comment ça fonctionne. Donc, travailler par exception, responsabiliser les autres acteurs de la supply chain, parce que ça, c'est très compliqué. On va y revenir.
créer un processus de partage de l'information qui n'existait pas à l'époque, et former donc ces fameuses équipes supply chain aux bonnes pratiques, sans trop se poser de questions, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, c'est un peu la crise, et tout en intégrant un rythme de nouveautés, que ce soit des switches ou des vraies nouveautés importantes au sein de cette supply chain. Donc la situation, comme je vous l'ai dit, c'est pas de prévision, uniquement des historiques de commandes, pas de hiérarchie, ni client, ni produit, une base de données articles qui était très pauvre, on ne savait pas ce qui était sur stock, à la commande, il n'y avait pas de cycle de vie. Bon. Une masse de données importante, hein, puisque 10 000 SKU fois 2000 clients fois 100 pays. Vous imaginez, ça fait quand même pas mal de data. Aucun échange entre les commerciaux, le marketing et les appros, c'était tabou à l'époque. L'ancienne direction avait mis en place une sorte de système de caste et de silos qu'on connaît dans d'autres entreprises, qui était assez problématique, et aucune expérience des problématiques de SNOP ou de supply chain. Et un budget de PME en redressement, donc il fallait aussi faire attention à ça, et pour des PME, c'est important. Alors, qu'est-ce qui nous a séduit chez Colibri, mais qui faisait vraiment partie intrinsèquement de l'appel d'offres, hein, je tiens à le préciser. Et il se trouve qu'on a bien fité, parce qu'effectivement, tous les points étaient cochés. Un outil rapide à mettre en œuvre, c'est du full standard, on n'a demandé aucun spécifique, et d'ailleurs on n'en voulait pas. On avait un algorithme Best Fit Auto qui marchait quasiment tout le temps. Il y a un peu de paramétrage bien entendu, mais il fonctionnait. Mais si on voulait, on pouvait changer, je ne sais plus combien d'algorithmes, 12. Voilà, 10. Donc on pouvait aussi les changer. Parce que sachant qu'on a aussi sur un tiers de nos gammes des produits qui sont saisonniers, donc avec des algorithmes qui sont un peu spécifiques. On voulait cette simplicité, cette ergonomie par le manque de maturité des équipes, une forte rapidité de mise en œuvre parce que c'était la crise, un coût d'usage qui était à la hauteur de notre budget, pas d'effet boîte noire, parce que ça aussi je l'ai connu dans une précédente entreprise où le logiciel nous crache un truc et puis on est là, ouais, ok, super, je suis content. Je ne comprends pas ce qu'il vient de me dire, mais bon, voilà. Il y a plein de choses visuelles dans la solution qui sont vraiment très parlantes, et en particulier avec les gens qui ne font pas de supply chain. Le mode web, c'était aussi pour nous une garantie de mise en œuvre rapide, hein, parce que je ne vous raconte pas non plus l'état de l'infrastructure informatique du groupe. Je suis directeur informatique aussi, hein, c'est pour ça que je le dis. Basé sur des best practices, parce que depuis, ça a bien progressé, mais il fallait aussi que les équipes qui n'avaient pas de background technique apprennent les bonnes pratiques tout de suite et ne commencent pas à partir dans des délires théoriques ou autres. La possibilité de revue de ces calculs ou du consensus à n'importe quel niveau de la hiérarchie, que ce soit produit client ou pays, puisqu'il y a cette multiplicité. Des fonctionnalités suffisantes et une collaboration, même si vous allez le voir, on est revenu dessus pour des raisons de praticité et d'efficacité. Donc le projet, effectivement, hein, c'est pas du blabla marketing, hein, Nicolas a raison, on a mis 3 mois pour le mettre en œuvre, puisque le kick-off, il était en septembre 2017, la base de production, c'était novembre 2017, le premier cycle, alors pas ouvert, on va dire, hein, mais en production, et avec tout le nettoyage des historiques sur 3 ans, ce qui a pris beaucoup de temps, c'était là aussi en novembre. Et dès décembre, on a fait notre premier cycle complet sans intégrer pour ce premier cycle les extérieurs à la supply chain, je veux dire vente et marketing à ce moment-là. Et dès janvier, on a intégré vente et marketing pour être sûr de notre coût, entre guillemets, puis aussi avoir un discours à leur raconter au-delà des aspects, on va dire, techniques et de projets qui animent évidemment les équipes supply chain, mais qui a tendance à raser pas mal les gens du marketing et du commerce. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire rapidement pour mettre ça et pour réussir effectivement à faire ça en 3 mois? Parce que, comme disait Nicolas, il ne faut pas trop se poser de questions. J'avais la chance de partir d'une page blanche. Donc la première chose à faire, c'est de mettre à jour la base de données articles. Oui, il va falloir se taper les 5000 références pour se dire, OK, dans quel cycle de vie cet article-là il est? Est-ce que c'est sur stock?
à la commande, etc. Il n'y avait pas de hiérarchie article. Enfin, si, excusez-moi, il y avait un catalogue papier de 500 pages. Bon, donc voilà. Et il y avait une hiérarchie client qui était très embryonnaire, à un seul niveau, et qui mélangeait des pays et des groupements de clients. Donc il a fallu, pendant ce temps de 3 mois, revenir sur tout ça, passer sur la base de données articles, discuter avec le marketing en disant on va faire, pas quick and dirty, mais on va faire quick and easy, parce que c'était important d'avoir une base de données, une hiérarchie article qui parle à tout le monde, mais avec des concessions. Et puis une hiérarchie client, là aussi, qui était compréhensible par les commerciaux, mais qui ne mélangeait pas les aspects géographiques et les aspects de regroupement client. Ensuite, il y avait des questions, et je pense que certains d'entre vous, si vous êtes dans un projet de ce type-là, vous les posez, c'est quelles historiques, quelle longueur d'historique je vais prendre, à quel niveau je vais prendre, quelles sont les hiérarchies que je vais importer, est-ce que je fais mes 10 000 fois 3 ans fois X clients, X pays. Hein, vous connaissez l'histoire du nombre de... Je ne sais plus comment ça s'appelle ça statistiquement. On s'en fiche. Donc là, il a fallu se décider rapidement. Quelles unités je voulais importer? Parce qu'effectivement, l'une des choses très puissantes, c'est qu'on est capable nativement et en un clic de changer d'unité, de passer de mètres cubes en palette, en euros, en euro cost of goods sold, en euros, net, dans Colibri. Donc ça, il a fallu aussi se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on voulait voir, comment on valorisait ces unités quand ils étaient valorisés. Je ne vous raconte pas le sujet des prix de vente, typiquement, est un sujet très très compliqué à aborder. Hein, vous voyez bien ce que je veux dire, les RFA, les remises, les trucs, les machins. Quelle fréquence? Quelle est l'organisation de ce cycle? Quelle fréquence? Quel calendrier? Et quelle organisation? Parce que derrière tout ça, il y a des hommes. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qui on met? Qui est le pilote? Qui est responsable? Etc. Et donc, comment collaborer? Nous, on a fait le choix, après quelques discussions, finalement de centraliser. C'est-à-dire qu'on a un processus qui est très collaboratif, puisqu'on implique toutes les fonctions. Par contre, c'est toujours le prévisionniste qui rentre la donnée dans le système. Vraiment pour une question de rapidité et de pragmatisme. On ne voulait pas, à ce moment-là, former 20 commerciaux, 5 chefs de produits et tout le tout team. On voulait que ça aille vite et que ça soit efficace. Et aussi, on voulait éviter, parce que ça, je l'ai vécu aussi dans une autre entreprise, que les commerciaux en particulier voient des tableurs Excel sans fin et qu'ils se disent « Oh putain, je vais devoir remplir 10 000 lignes, je ne vais jamais y arriver. » Donc on voulait vraiment qu'ils se focalisent sur les exceptions, les choses importantes dans ce processus et pas les 10 000 lignes du tableau Excel. Excusez-moi pour les gros mots, mais je vais en dire d'autres. Les principes initiaux de tout ça. Les prévisions de vente, donc ça c'est ce qu'on a d'emblée dit à tous les collaborateurs de l'entreprise. C'était un projet sur lequel on a communiqué largement, mais sur lequel, évidemment, on a passé plus de temps avec les personnes qui participent à ce cycle. Les prévisions de vente, ce n'est pas un processus supply chain, c'est un processus d'entreprise, parce qu'il va irriguer plein d'autres choses derrière et pas uniquement les fichiers Excel des approvisionneurs. 2, lors des réunions, alors ça, j'ai changé d'avis depuis, lors des réunions, on ne parle pas de stock. Puisqu'imaginez une boîte où il y a 11% de rupture, le commercial, il ne se pose pas la question de ce qu'il peut vendre, hein, de ce qu'il veut vendre, pardon. Il va réfléchir de ce qu'il peut vendre. Et moi, je ne veux pas savoir ce qu'il peut vendre, je veux savoir ce qu'il veut vendre. Donc ça, on a sciemment évité le sujet des stocks à ce moment-là pour ne pas confondre les sujets. Depuis, on est revenu dessus. Comme je vous disais, on veut travailler par exception. Les produits qui tournent, on s'en fout. On ne veut pas que vous passiez du temps là-dessus. Les algorithmes de Colibri sont largement suffisants et puissants pour traiter tous les cas sans problème. Et enfin, comme je vous disais, on se focalise sur les événements. Et pas les événements, je fais ma promo dans le mois prochain, hein, parce que ça c'est trop tard hein, pour nous. Donc c'est bien pour la correction d'historique. Donc le mois prochain, on en rediscutera. Mais pour mes approvisionnements, c'est trop tard. Donc la première réunion de consensus, c'est la fameuse réunion de prévision, SNOP, tout ça, vous l'appelez comme vous voulez. Nous, on l'appelle ça une réunion de consensus. On a dit quoi? On a dit, OK, à quoi ça sert tout ça? Quels sont les objectifs? Vous les avez vus tout à l'heure.
expliquer l'organisation. Donc on a une organisation en place, les principes de base, on les a vus juste au-dessus, les cycles de prévision, c'est tous les mois, ça se dure pendant les 10 premiers jours du mois, c'est toujours aux mêmes dates, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas venir à ces réunions, c'est planifié 6 mois à l'avance. Et c'est toujours le même agenda, donc c'est pas difficile, même si vous loupez une fois parce que vous êtes malade, vous savez ce qui va être discuté la fois d'après, hein, c'est performance du cycle précédent, nouveaux produits, nouveaux clients, arrêt des produits, arrêt des clients, promotion et appel d'offres, produits, données à vérifier et prochaine réunion. Voilà. C'est toujours la même. Hein. Donc là, depuis, il y a stock en plus. Ah. Donc, 2017, enfin 1er janvier 2018, première réunion de consensus global avec tout le monde. Et ensuite, on a déroulé avec les équipes de Colibri différents sujets. Alors des sujets qui étaient internes à nous, mais aussi des sujets avec les équipes de Colibri. D'abord, en 2018, on a rapidement intégré notre autre filiale hongroise, qu'on avait commencé par la France, qui est la filiale principale. On a utilisé quasiment tout de suite les éléments fournis par le logiciel pour faire nos budgets, le budget de vente ou budget de stock. On a partagé tout de suite également ces prévisions de vente à des mailles plus agrégées avec nos fournisseurs chinois. La plupart n'en font rien. On a intégré très rapidement, puisque c'était dans la roadmap quelques mois plus tard, les switches, parce qu'on a beaucoup de switches de produits. Hein. Donc ça, c'était très important et ça nous a permis là aussi de faire des switches assez seamless, assez tranquille d'un point de vue des appros. Et on a aussi, en 2018, intégré ces prévisions dans le MRP de notre ERP, qui est Microsoft AX 2012, rapidement, parce qu'on a démarré sans MRP. Hein. C'était encore Excel quand on avait les prévisions de Colibri. En 2019, on a travaillé sur l'optimisme, parce que ça, c'est la maladie des commerciaux, hein, vous les connaissez. On va vendre 50 000 gants. Bon, c'est 2000 au final. Donc ça, il a fallu bien intégrer le sujet dans les consensus, travailler avec eux, leur expliquer, leur montrer, grâce aux capacités d'historisation des consensus précédents et des différentes contributions au consensus, de dire bon, là, ça fait quand même 3 mois que tu nous dis que tu vas en vendre 10 fois plus que la vérité. Il y a un moment donné, tu vois, le logiciel, il fait mieux que toi quand même. Hein. Puis pas qu'un peu en plus. Hein. Donc ça, on peut le montrer et en chiffres et en graphes. Donc ça, c'est quand même très puissant quand on est avec des directions commerciales. On a travaillé sur donc l'intégration aussi des prévisions à une maille beaucoup plus fine dans le RP, qui n'est pas celle du MRP, qui est celle de Levelable to Promise, donc au niveau de la gestion de la commande et de l'allocation des stocks, pour éviter en particulier que les commandes du grand export bouffent l'intégralité du stock du marché français. Parce que vous savez ce que c'est des grosses commandes qui arrivent d'un coup. Tout le monde se dit « Oh ouais, c'est bon, on a le stock, on a le stock ». Bah oui, mais si tu prends en compte les prévisions, bah, tu n'as pas le stock en fait. Donc ça, on a eu la capacité d'extraire la donnée venant du consensus de Colibri à différents niveaux. Le mensuel pour le MRP et puis quelque chose de beaucoup plus fin. J'ai un doute si c'est quotidien ou hebdo, ça doit être hebdo pour l'ATP. Ce qui nous a permis là aussi d'affiner les autorisations, on va dire, de disponibilité de stock pour le grand export en particulier. En 2020, comme beaucoup d'entre vous, on a passé son temps à corriger les effets du Covid, parce qu'il faut avoir un bel historique bien nickel hein, pour faire des belles prévisions. Donc ça a été assez difficile à faire, sachant qu'on a beaucoup de produits qui sont très impactés par le Covid, hein, tout ce qui est respiratoire en particulier, les lunettes également, etc. Et en 2021, on a réintégré, comme je vous disais, le sujet des stocks et de la capacité de nos entrepôts, pour le coup, dans la réunion. On a retravaillé sur l'optimisme parce que là aussi, hein, c'est la reprise. Chouette, on va vendre 200% de plus. Et puis, on est aussi en train de travailler sur la correction des effets de la crise de conteneurs, parce que là aussi, ça a des effets assez délétères sur les ventes. Donc, il faut bien qu'on les prenne en compte, mais pas trop quand même, hein, parce qu'il faut toujours se méfier. Et puis, on a aussi intégré l'intégralité des prévisions
de Colibri dans un nouvel outil de DDMRP cette fois-ci, et non plus de MRP comme auparavant. Voilà. Et donc, tout ça, ça a mené à quoi? Rappelez-vous, 11% de rupture et un taux de service inférieur à 50%. Le taux de service, il est monté, alors 56, grosse erreur. Le taux de service, il est monté à 97% et on a réussi pendant la crise à le maintenir aux alentours de 95%. Donc, valeur expédiée à temps, je reprécise le calcul. Le taux de rupture, bah, lui, il s'est effondré, bien entendu, heureusement, grâce à la mise en œuvre de Colibri et des autres aspects de la supply chain. On est passé de 11% à 1%, sachant encore une fois qu'on a 6 à 7 mois de délai. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. En 2019. En 2020, on a eu l'impact du Covid, je vous rappelle, shutdown, 3 mois dans la vue pour certaines usines en Asie. Et puis en 2021, on a encore un niveau qui est un peu trop élevé par rapport à mes objectifs, dû essentiellement à ces aspects de crise de conteneurs. Donc les résultats sont très probants, mais au-delà de ça, ça nous a permis rapidement de mettre en place cette réunion, cette fameuse réunion sacralisée qui ne dure jamais plus de 2 heures, où il y a toujours toutes les fonctions qui sont présentes. Et ça, c'est vraiment un succès de voir toujours les gens du marketing, toujours les gens des différentes BU commerciales qui sont là. Ça, c'est vraiment un succès. Et c'est vrai que l'outil nous aide beaucoup parce que dès qu'il y a une question, clac, on ouvre, clac, on montre les courbes et hop, ah bah oui, ok, d'accord, c'est compris. On a quand même intégré encore 10% de références en plus de celles qu'on avait initialement, switch ou nouveauté. Et là aussi, ça a été fait sans aucun souci. On a même, il n'y a pas longtemps, changé notre hiérarchie produit. Donc on a augmenté un niveau, on a rechangé toute la hiérarchie des produits. Ça, c'est une souplesse que peu de systèmes offrent d'une manière aussi sans douleur, on va dire ça comme ça. Et bien entendu, on a mis un processus de planification complet en place avec la première brique qui était évidemment Colibri qui s'est fait très très vite, et ensuite le MRP, puis maintenant le DDMRP, et évidemment le SNOP qui va avec la partie budgétaire, je vous en passe des meilleurs, et maintenant DD-SNOP. C'est vrai que les métiers, nos métiers évoluent et l'environnement et le contexte évoluent. Comme tout le monde, vous avez de plus en plus de produits, des cycles de vie de plus en plus courts, et des marchés qui ont plus ou moins de maturité. Si tu démarres Colibri en 2017, en 2021, il y a des marchés qui n'étaient pas matures à l'époque, qu'ils sont devenus. Donc on avait intégré ça dès le début de Colibri en se disant si quelqu'un doit changer sa hiérarchie, ajouter un axe, ajouter un niveau, enlever un niveau, il faut que ce soit possible. Alors on a peut-être besoin de conseils, il faut peut-être 2-3 jours de conseils, mais il y a beaucoup de solutions où c'est faut refaire un projet, quoi. Et également le fait de pouvoir dire le niveau dans lequel je vais planifier, c'est pas un niveau que je prédéfinis, c'est pas une unité que je prédéfinis. Je vais dans l'outil et je me mets à n'importe quel nœud de mes axes, dans n'importe quelle unité, et j'agis juste. J'ai pas besoin de le prédéfinir. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est assez puissant et ça permet aussi de faire l'amélioration continue d'une manière assez simple. C'est-à-dire que le prévisionniste, quand il voit que systématiquement il y a une famille de produits, un modèle qui ne répond pas, on va dire, correctement à l'algorithme prédéfini, ben, en 2 clics, il peut simuler un nouvel algorithme, changer les paramètres de base comme l'horizon, etc., etc. Et tout de suite se dire, OK, bon, je vais le garder ça pour le prochain cycle. Boum, il enregistre et hop, pour le prochain cycle, c'est parti, quoi. Et voilà. À vous. Eh bien, merci. Ça donne presque envie de partir d'un existant si catastrophique pour pouvoir avoir cette trajectoire et cette belle histoire à raconter. Ben, je vous remercie. On a quelques minutes pour prendre des questions, alors que vous ayez justement la même problématique de monter en maturité, peut-être pas le même taux de non-disponibilité ou autre, mais voilà, si vous avez de la curiosité à la fois sur le volet qui concerne
qui concerne directement donc le témoignage de CoverGuard et pas Guard comme j'ai dit tout à l'heure, ou sur les capacités de la solution de Colibri, et c'est d'ailleurs ces différents univers comme ça a été rappelé. Donc bonjour. Bonjour. J'avais une question, moi, enfin, j'avais même deux questions. La première, c'est comment vous avez géré la prévision des ventes pour vos produits nouveaux ou vos innovations? Parce que je suppose que vos ventes sont anticipées par rapport à vos commandes, et je voulais savoir comment vous aviez géré ça. Et ma deuxième question, c'était quelle avait été l'incidence sur le niveau du stock de la société et du BFR en conclusion. Je vais répondre par la fin. Alors, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je ne le mets pas, parce que quand je suis arrivé en 2017, comme je vous dis, c'était dans le cadre d'un LBO, et les précédents propriétaires avaient dépouillé cette entreprise, y compris sur le stock, et donc elle était clairement sous-stockée. Donc factuellement, aujourd'hui, j'ai 30% de stock en plus. D'accord ? En soi, j'en ai trop sur beaucoup de catégories de produits qui sont essentiellement liés à ce fameux optimisme et un effet Covid. Alors on va vous le sortir, enfin vous-même vous le sortez à vos patrons, donc je ne vais pas vous le... mais un vrai effet Covid, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont effondrées du jour au lendemain, sur le respiratoire en particulier. Mais j'ai jamais eu la pression pour l'instant, de mes actionnaires sur le BFR. Donc j'ai cette chance à chaque fois, c'est la disponibilité produit qui est prioritaire. Donc c'est pour ça que je suis un peu gêné de vous répondre. Sur la première partie, il y a eu plusieurs évolutions en fait avec Colibri sur le sujet des nouveautés. La première évolution, c'était quand on n'avait pas du tout les switches, où là, c'était très manuel et il fallait le faire un peu comme on pouvait avec des injections Excel. Deuxième évolution, c'est quand il y a eu le petit, alors c'était rapidement, c'était en 2018, sur les switches, où là on a pu faire des switches en vraiment copiant-collant le profil de l'ancien sur le nouveau et en mettant le niveau de vente cible au même niveau ou à un autre niveau. Et nous, on l'a aussi utilisé pour des nouveautés produits en copiant un ancien produit qui n'était pas un switch, d'accord, mais en reprenant son profil, d'accord. Et maintenant, on utilise d'autres méthodes. Il y a les nouveautés produits où là aussi, on va pouvoir entre guillemets forcer, mais dans l'outil directement. Je parle sous le contrôle de Nicolas. Dans l'outil directement, le profil du lance, enfin de la learning curve, on va dire, du produit. Et ça, encore une fois, je parle sous le contrôle de Nicolas. Mais ce qui est prévu là rapidement, c'est aussi qu'on puisse avoir des éléments auto-calculés, on va dire ça, de clusters statistiques pour nous aider à faire ces profils, en fait. Et aujourd'hui, on peut les faire, mais c'est avec l'intelligence, on va dire, de l'approvisionneur. Ce qui est très puissant dans Colibri, c'est par exemple, on a intégré du reporting intégré, donc pré-paramétré, donc c'est du Power BI embedded dans la solution. Et effectivement, on commence à pouvoir faire, grâce à cette solution-là, de l'analytics avancée, voire même de la data science, donc de la compétition machine, de la clusterisation, de l'analyse de cannibalisation. Et à chaque fois qu'on travaille avec un client sur un sujet, ça fait un enrichissement d'une bibliothèque de reporting de data science qui permet de proposer du service à tous. Et donc ça, effectivement, on parlait tout à l'heure on ne fait pas de spécifique, on fait évoluer l'état de l'art. Ce que tu dis, effectivement, tu as commencé en 2017 avec Colibri, on était sans doute
pas super expert à l'époque sur les switches et le mimétisme pour les nouveaux produits, mais on a travaillé ensemble sur les ateliers et on a enrichi le standard pour les besoins de CoverGuard et d'autres sociétés. Et aujourd'hui, on a passé cette étape-là, on est en train de travailler sur la clusterisation en data science automatique pour analyser les cycles de vie de produits. Donc vous voyez la progression d'une solution cloud évolutive comme Colibri de 2017 à aujourd'hui, c'est assez impressionnant en fait. Ça répond à la question ? Bonjour, je voudrais savoir comment vous faites participer les commerciaux dans le processus de prévision. Est-ce qu'ils ont accès à la plateforme, ils saisissent les hausses, les baisses, les switches, ou est-ce que c'est vraiment le travail de prévisionniste? Comment ça marche? Alors, ça c'est une très bonne question. Il n'y a pas trop de commerciaux autour dans la salle. Le commercial, alors le supply chain manager est assez feignant, le commercial l'est encore plus. Donc le problème, c'est effectivement de les faire participer. Comme je disais tout à l'heure, et j'ai eu l'expérience dans une autre entreprise où on avait aussi ce type de réunion, enfin de participation assez avancée. Là, j'ai pas voulu mettre ça en place. Enfin, je n'ai pas voulu donner l'accès direct à tous les commerciaux. Il y en a trop. Je n'avais pas le temps de les former. Et surtout, je voulais, entre guillemets, encore une fois, contrôler la donnée, qu'elle soit pertinente. Je ne voulais pas avoir les 20 pièces de gants vendus au fin fond du Chili. Je m'en fiche de ça. Donc, sciemment, on a résumé, c'est un peu violent ce que je veux dire, mais on a résumé l'échange essentiellement à sa fameuse réunion de consensus, où chacun vient à l'avance avec ses sujets, puisqu'ils sont figés, donc ils savent très bien de quoi on va parler. Chacun vient avec ses sujets et annonce, entre guillemets, ses sujets. Si ça demande plus de travail, parce que trop de données à traiter dans la réunion, c'est fait ad hoc, dans une réunion ad hoc entre le prévisionniste et la direction commerciale. Mais c'est dans cette réunion, en tout cas, qu'on va screener l'ensemble des sujets, que ça soit sur de la nouveauté produit, du promo, de l'appel d'offres, etc., comme je l'ai montré tout à l'heure dans l'agenda. Et c'est le prévisionniste qui va faire ça dans sa deuxième semaine de travail du mois, dans son deuxième partie du cycle, pour alimenter le consensus dans l'outil cette fois-ci. Mais lui, il est capable, dans l'outil, de qualifier cet input, soit en utilisant différentes lignes, je vais appeler ça comme ça, de contribution. Donc il est capable de tracer, de dire ça c'est la BU export, ça c'est la BU France, ça c'est le marketing. Et il est capable aussi de mettre des petits commentaires en disant bah voilà, il y a eu ça parce que ça quoi. Voilà. Donc organisationnellement c'est le prévisionniste, mais il y a bien ce travail collaboratif. Je vais juste ajouter par rapport à la solution Colibri, l'onboarding des commerciaux en tant qu'utilisateurs contributifs est un vrai sujet, un vrai enjeu pour nous, parce que c'est une population très compliquée, mais ils ont l'information de qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois chez les clients. Et donc on a fait 2 évolutions majeures en 2021 justement destinées à ça. Pour les commerciaux qui disent c'est bien Colibri, mais moi j'ai Excel et c'est plus facile Excel, on a toujours le cas. On a fait un écran de type tableur dans Colibri sur leur périmètre pour qu'ils puissent saisir leur prévision couple article client. Bon. Et comme ça, au moins, c'est formaté au format Colibri, c'est directement plugué dans Colibri. Et une deuxième évolution qu'on est en train de tester en ce moment, c'est qu'on a créé un add-on dans Salesforce CRM, où le commercial, dans son écran CRM Salesforce, il récupère la prévision de Colibri, il peut renseigner sa prévision et ça renvoie dans Colibri. Donc c'est vraiment un sujet R&D pour nous, l'onboarding du commercial, parce qu'il a beaucoup d'informations dont on a besoin. Comme vous avez dit que les articles, donc certains articles nécessitent 5 à 7 mois d'approvisionnement. Donc cet échange juste mensuel entre les commerciaux et l'équipe prévision. S'il y a par exemple un nouveau client qui rentre, ça voudrait dire qu'en fait le client il n'aura pas ses produits dans plus de 7 mois parce que la réactivité elle n'est pas immédiate entre les échanges entre les commerciaux et l'équipe prévision. Parce qu'il faut attendre quand même ces 1 mois-là pour que l'information monte et qu'il descende ensuite à l'équipe Pro. Est-ce que là-dessus, comment vous gérez? Non, mais pas tant que ça en fait, parce que pour nous, je parle vraiment de mon business à moi, on a l'avantage, c'est que quand on achète,
on n'achète pas pour 15 jours. Hein. On achète pour 1 mois, 2 mois, 3 mois à cause des MOQ ou de l'optimisation du remplissage des conteneurs. Donc en fait, ça arrive, bien sûr. Je ne vais pas dire que ça arrive jamais, mais dans beaucoup de cas, en fait, c'est absorbable via le MOQ, enfin via la taille de commande. Et donc, au pire, on va repasser une commande tout de suite après. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, quand on a démarré, c'était mensuellement, donc on s'apercevait du problème 1 mois après. Mais maintenant, alors, dès qu'on a mis en place le MRP, c'était à chaque calcul. Et maintenant, avec le DDMRP, c'est même encore plus rapide. Donc en fait, ce cas-là n'existe plus beaucoup. Alors, je n'entends pas clore les débats parce que le salon reste ouvert. C'est la nocturne ce soir. Vous pouvez continuer les échanges, mais ça se fera hors du cadre de cette conférence à laquelle je mets un terme. Je vous remercie en tout cas. Merci. Et aussi pour la sincérité et la franchise des propos qui sont tenus et de l'intérêt de ces témoignages. Je vous remercie.